Alors bonsoir Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Ah non, Mathieu, on va faire ça. Alors Mathieu, c'est qui donc? C'est au-delà d'être quelqu'un que j'apprécie, donc c'est l'éditeur, le gérant, parce que on imagine souvent qu'il y a des entreprises un peu tentaculaires derrière les grosses IP, les grosses licences. C'est pas le cas. Il y a beau avoir plusieurs noms dans le bouquin, en fait, c'est juste la même personne. Mathieu Saintou, ici même, il est derrière les licences en France, type France by Night de Vampire, type Vampire, tout simplement, la licence française, hein, avec la partie créative. Il y a The Witcher, il y a Cyberpunk, il y a Star Trek, il y a Tales from the Loop, excellent, qui a été adapté sur Amazon Prime en série. Ce dont je me souviens, c'est que tu m'avais dit que t'étais pas dispo pour passer lundi soir quand je faisais le JDR avec Bruce de Métro, et je t'ai vu passer toute la soirée à dire « Oh, laissez-moi jouer avec vous, avec tes oreilles de lapin et tout, tu sais. » J'avais une contre-soirée, mais en fait, elle était très chiante. Et donc, comme j'avais vaguement un Wi-Fi et que j'étais dans un état de désespoir, je me suis dit, bah, quitte à être désespéré, autant aller sur le live de Maillard. Donc, Du coup, au départ, Métro, toi, qu'est-ce qui te chauffait dessus? T'avais lu les romans avant, ou c'était juste, t'as vu le titre Métro 2033 sur une jaquette de jeu vidéo en te disant ça va faire des likes? Comment s'est passé ton... En fait, comme je suis parisien d'origine, j'ai passé ma vie dans le métro, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc là-dessus. Non, j'avais lu les bouquins il y a très longtemps et je les trouvais vraiment sympas. Je trouvais qu'il y avait une ambiance qui me plaisait. Les jeux vidéo, j'avais fait les premiers que j'avais trouvé assez moyens parce qu'ils étaient très narratifs, et puis c'était une succession de scènes en fait. Donc, je trouvais que ça manquait un peu d'ouverture et j'avais envie d'explorer plus de choses. Le fait de traverser des bâtiments en ruine et de pas pouvoir s'arrêter pour aller faire du loot ou des choses comme ça me frustrait beaucoup. Enfin, j'ai eu l'opportunité effectivement de rencontrer l'agent littéraire de Dmitri Glukhovsky. Et ça s'est fait comme ça en fait, tout simplement. Ça s'est fait de manière assez native. Bon, c'est une vieille dame, donc il a fallu expliquer ce que c'était que le jeu de rôle parce qu'elle voyait pas du tout ce que c'était. Et on a pu effectivement concrétiser le projet. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de jouer avec toutes mes angoisses à moi, qui soit à moitié claustro, et de m'imaginer enfermé dans un métro avec toi pendant les 20 prochaines années. Là, on est face à toutes les angoisses existentielles que ma psy essaye de me soigner depuis longtemps. Et m'avait dit tout ce qui se passait à la Gen Con. Rester dans les tunnels de la Gen Con. Mais ouais, il y avait ce côté post-apo qui me plaisait parce qu'on est dans un espace confiné, on est c'est quelque chose que je m'aperçois que je retrouverais par exemple aussi dans Alien, le côté huis clos, espace fermé où on n'a pas de liberté, on est obligé de jouer les uns sur Alien, les autres. Alien, tu vois, si un jour Alien sort en JDR, moi ça me chaufferait, mais vraiment porté par un éditeur sympa, tu vois. S'il en reste encore dans le marché. Ouais. Et pour le coup, ouais, complètement. Et puis il y a pas, c'est un subtil mélange entre le survival et parce qu'il y a eu des jeux survival qui étaient très bons, mais de cette tonalité-là, enfin c'est très chaud. Puis surtout avec les mains libres, parce que moi je vois avec d'autres licences à quel point on est surveillé. Là, nous avons en Russie avec le nombre de romans qui est étalé, qui est autour et qui est autorisé autour de Métro, avec toute la création qu'il y a avec, c'est quand même assez fou. Hein. Donc, moi, c'est ce qui m'a hypé aussi beaucoup, c'était de voir que l'auteur avait laissé un petit peu en licence libre son univers et avait permis à quasiment une cinquantaine d'auteurs russes de venir écrire des romans, alors qui sont de qualité assez inégale, mais d'explorer effectivement ce que serait la Russie un peu partout dans cet univers-là. Et ça a été la partie la plus longue en termes de négociation, c'était d'obtenir ce même droit de création sur la partie jeu de rôle, et c'est ce qui va nous permettre, nous, non seulement de faire un setting russe, mais là on l'a annoncé il y a quelques jours, on va faire effectivement en partenariat avec la Talente pour faire un setting français. Donc on pourra faire un métro à Paris en 2033, permettre aux gens de jouer dans des univers qu'ils connaissent un peu mieux. Et quand nos partenaires étrangers qui vont faire le jeu pourront chacun localiser leur univers. Et peut-être qu'il y en aura qui seront hyper sympas et qu'on se dira, bah tiens, on va faire Londres aussi 2033 en version française, on fera peut-être Rome ou Sao Paulo, etc. Donc ça c'est la partie qui me plaisait. Ce qui se passe là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau droit et propriété intellectuelle, il faut voir certes avec l'ayant droit, donc l'agent en question, mais aussi à partir de maintenant, quand le jeu sortira et évoquera le métro moscovite et le métro parisien,
Faudra voir avec les partenaires qui vont exploiter la licence à l'étranger, que ce soit les États-Unis ou les Anglais ou les Espagnols, peu importe. Ce sera à eux de faire la proposition à Arkane pour voir ce qui peut être fait. Et donc le noyau dur autour de la licence de jeu de rôle qui validera ou non, et on s'interdit absolument aucune surprise. Si demain nous avons, je sais pas, il y a quelqu'un qui me propose Lyon 2033 ou un surfeur qui propose Nice 2033 et qui dit j'ai une super idée, alors ça serait un mec avec une barbe comme as, qui dessinerait des cartes et tout, et qui viendrait faire peur aux petits enfants au bord de la plage, tout ça. Donc, mais en 2033, et que si l'idée elle est validée, donc ça tourne autour du noyau d'Arkane. Et on s'interdit rien, même si c'était officialisé avec le roman Rive Gauche de Pierre Bordage. Le fait est que demain, on peut nous-mêmes être surpris par des contre-propositions. On peut découvrir dans le chat ou ailleurs ou sur les internets des gens qui fassent des propositions, je sais pas, n'importe quoi possible en fait. Et ça, c'est assez inédit. Un mec qui a envie de faire la base des sous-marins de Bordeaux parce que c'est un abri atomique qui aurait pu survivre à un conflit nucléaire, nous faire des groupes de survivants dans la ligne Maginot, dans des anciens réseaux de bunkers. Enfin, il y a tout un tas de choses qui pourraient être faites, et c'est ça qui est vachement intéressant. Dans les romans russes, moi, il y en a un, par exemple, que je trouve génial, qui est l'histoire d'un équipage de sous-marins. Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont enfermés dans leur sous-marin, mais comme ils ont un réacteur nucléaire, le réacteur, il est parti pour durer une centaine d'années sans problème. La seule chose qu'ils ont pas, c'est de la bouffe, donc ils font du cabotage de ville en ville pour aller looter ce dont ils ont besoin. Et les mecs, ils se retrouvent quand même à 300 pimpins enfermés dans un suppositoire en pleine mer, quoi. Donc, appelle ça comme ça, hein, très bien. Enfermé dans un suppositoire, un film de... 4, en congé. Du coup, j'ai envie de remplacer tous les noms des célèbres sous-marins, tu sais, à la poursuite du suppositoire rouge. Exactement. Tout à fait. Non, très bien, parfait. Donc, c'est très très classe. Et donc, il y a ça qui est possible. Il y a aussi la partie scénario qui est possible, parce que l'idée, c'est aussi de générer tout ce qui est la partie... et d'émuler toute la partie créative. Moi, je le vois soit autour d'aventures, soit autour de vampires. Genre, pendant des années et des années, pas mal de gens qui ont créé leur propre interprétation et qui ont fait leur propre contre-proposition en termes de scénario, en termes de production. Donc, du coup, c'est moi, c'est ce que j'attends. Personnellement, c'est ce que j'attends autour de Metro. Ce qui est le plus compliqué, ce qui est le plus vertigineux à notre stade, c'est de faire un livre suffisamment propre et suffisamment clair pour que derrière les gens puissent disposer des clés pour faire leur proposition. Et ça, c'est valable. C'est ça, il faut un bouquin suffisamment complet qui permette d'avoir les outils qui permettront à chacun de créer, d'imaginer leur univers. Et ça, c'est compliqué. Soit on part sur un bouquin de 600 pages et on veut tout mettre, et ça, c'est pas ce que moi j'aime. Soit on part sur un bouquin plus petit avec des choses plus précises. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le système de Free Halligan, par exemple, pour propulser la mécanique, parce que c'est un système qui est ultra simple, mais qui est pas simpliste et qui permet quand même en quelques pages d'expliquer les mécaniques. Ça nous permet de nous concentrer sur plutôt les finesses de la mécanique et pas d'avoir des listes à rallonge de centaines de milliers de compétences ou de feats ou de choses comme ça. Ouais, tout à fait. Et c'est pas compliqué. Hein. Bruce qui a eu l'occasion de jouer avec moi avec l'Appel de Cthulhu. Et on a eu l'occasion de jouer ensemble sur Aventure ou sur d'autres jeux, et beaucoup ont été surpris par le caractère létal, même des gens qui ont découvert le bon arcane play des camarades de Sébastien et Olivier, franchement, de découvrir le côté létal du système et la tension qu'il y a avec. C'est-à-dire et lundi soir, quand on a joué, le moment le plus épique, où il y avait la négociation entre... Je t'échange la Kalachnikov contre ma boîte de conserve, et la tension était complètement palpable, et le risque de la solitude et de tout ce qui en découlait était là. Donc le système, la mécanique, elle fait le taf, et c'est pas venu tout de suite en fait. C'est pas venu tout de suite le fait de coller cette mécanique. Non, on était parti sur dans une autre direction au début au niveau de la mécanique, mais je trouve que c'est intéressant parce que plus la mécanique est létale, moins tu vas t'amuser à faire un jeu de poutre. Parce que dans le métro, c'est pas ça l'essentiel. La difficulté, elle va être psychologique, elle va être sur les ressources, elle va être sur la nourriture, elle va être sur les rats, sur le feu, un incendie qui part sur une station bondée avec 600 personnes sur des quais avec des tentes en tissu. Le danger, il est plus là qu'avec un tir de Kalash. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir une mécanique qui permettait plutôt de se concentrer là-dessus et d'avoir quand même des mécaniques de combat qui sont assez intéressantes et qui seront assez poussées, mais c'est pas ce qui me chauffe le plus, quoi. C'est peut-être qu'un jour on fera des jeux qui sont plus axés là-dessus. Déjà, peut-être qu'un jour tu viendras faire un JDR déjà sur la chaîne avec moi. Déjà. Mais tu m'apprendras à jouer déjà, parce qu'en fait ce serait bien que j'apprenne. Et toi tu m'apprendras à streamer.
Donc, Oh donc, on fera les deux en même temps. 36-15, réussite critique. Boum. Très bien. L'idée avec ces scénarios, c'est par exemple de vous proposer de jouer ces scénarios indépendamment, mais aussi d'avoir des accroches de scénarios en marge ou autres pour pouvoir connecter ça à des créations personnelles. Donc du coup voilà, ça c'est pour la partie narrative, ça va être très important de donner cette sensation que l'univers de Metro, tu peux en faire à la fois ce que tu veux, mais aussi que ça respecte les codes et que tu peux créer tes propres problèmes finalement. C'est comme dans la vraie vie, mais là tu en as le contrôle. Hein. Voilà. Exactement. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est travailler sur la partie code en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans Metro, c'est que c'est pas juste un post-apo standard, type Mad Max Fury Road, la fin du monde. Et on est sur un jeu avec des codes très très ficelés. Voilà, je reviens sur le côté huis clos, mais effectivement, il y a pas plus d'une centaine de stations dans le métro étendu. À 2 tunnels par station, ça veut dire qu'il y a 200 couloirs. Enfin voilà, c'est un espace qui est très restreint. Dans lequel il n'y a pas d'échappatoire en fait, donc on peut faire du jeu ultra psychotique où les mecs passent leur temps à courir dans des couloirs qui sont obscurs à l'infini. On peut faire de l'exploration extérieure. Enfin voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à faire dans cet univers-là. Et je pense qu'effectivement, on laissera nos partenaires créer ce qu'ils ont envie de créer à partir du moment où ils restent dans ces codes-là. Donc voilà, c'est important, je pense, effectivement, ce côté. Si je veux faire un truc sur le Brésil, par exemple, où là on a été contacté récemment par des Coréens sur Metro, voilà, s'ils veulent faire Séoul 2033, moi ça serait génial, quoi. Mais on peut pas faire ça nous. On peut pas faire ça nous. Enfin, c'est vraiment un côté imposture. On va faire quoi? On va se renseigner sur Wikipédia pour essayer de trouver des photos. Voilà, ça va être vraiment Google Maps, on n'a pas la saveur, on n'a pas les trucs. Eux, ils vont faire un vrai texte, ils vont parler de leur territoire, ils vont parler de chez eux. Oui. Et ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre éventuellement, en plus, d'avoir du vrai matériel à Et traduire. ça, les gars, ça, c'est ce qu'on a le droit de faire. Et ça, c'est juste ouf. Ça, c'est juste ouf. Mais voilà, comme dit Akei, Tokyo 2033, ça doit juste être trop fun, quoi. Bah ouais, il y a des choses effectivement qui pourraient être hyper intéressantes parce que on reste dans le côté, ok, il y a eu un conflit nucléaire, la Terre a été rasée, les gens ont trouvé un moyen de survivre caché, mais dans quel type de plan qu'ils vont trouver. Donc ça peut être effectivement le métro, des réseaux d'abris anti-atomiques, des réseaux de bunkers, etc. Il y a plein de possibilités qui peuvent être faites, sachant que le monde n'a pas été non plus entièrement touché par des frappes nucléaires. Il y a des endroits où il y a peut-être juste des retombées, mais ça permettrait peut-être à des gens de se planquer dans des grottes troglodytes ou des choses comme ça, quoi. Il y a des choses qui peuvent être vraiment genre les modérateurs Twitch qui se réfugient, par exemple, qui vivent là-bas, bien sûr. Bah évidemment. Dans les grottes en Afghanistan. Parce qu'ils y étaient déjà en fait. Quand ils sont sortis une fois, ils ont dit mais attends, ça a vraiment pété Modo la 2033. Voilà, c'est ça. Le supplément spécial pour les modos. C'est ça. Là, par exemple, là sur Metro, il y a plein de choses qui sont possibles avec les mains libres. Alors évidemment, c'est soumis à validation quand c'est des trucs un peu plus vénères. On a le droit de faire des clins d'œil aux jeux vidéo, sachant que le jeu vidéo a pris des libertés. Donc moi, ma responsabilité, c'est d'accompagner et encadrer toute la partie narration et surtout la cohérence. On a un média avec justement un épisode où il joue un PNJ PJ Bruce, un autre où on a dans l'équation la nouvelle de Justine, et tout le contenu de l'ouvrage devra garder un peu cet esprit de... Les éléments ne tombent pas par hasard. Même si on a la chance de pouvoir créer, même si on a la chance de produire, l'idée c'est pas de partir dans tous les sens, parce que ça serait vraiment gâcher le truc, quoi. Non, je pense qu'on a une belle opportunité de créer une belle histoire. On a une belle équipe quand même qui narrative. On a des gens qui viennent pas forcément de ce milieu-là, et c'est ce qui moi m'intéresse parce qu'ils peuvent amener une fraîcheur justement narrative. Et je pense qu'on a un bon coup à jouer parce que c'est un univers qui est pas beaucoup connu. Enfin, le côté vie dans les stations, dans le jeu vidéo on en explore que quelques-unes, dans les romans on en explore que quelques-unes, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir montrer, et je pense qu'on a vraiment une place narrative qui va être vachement intéressante, quand on peut vraiment faire des trucs de fifou dans ce métro. Mais voilà, maintenant ça va être... on a des gens qui vont être les gardiens des règles, qui vont permettre de faire des mécaniques. Voilà, on collabore avec la Talente pour être bien sûr qu'on soit raccord sur tout ce qui va être termes, etc. Et toi, ton rôle, ça va être effectivement d'avoir une narration qui reste dans l'esprit, parce que c'est aussi un des engagements que l'on a pris, c'est de pas trahir le concept de métro vis-à-vis de l'auteur que j'ai pu rencontrer à Barcelone. Ça reste son bébé, même si maintenant il n'écrit plus dessus, il a fait d'autres romans.
enfin, son dernier projet c'était sur l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. C'est un mec qui a plein de projets dans sa tête, mais Metro ça reste son bébé. Donc il laisse des gens jouer avec, mais il faut pas casser. Oui, c'est ça. Sachant que ça se repose pour l'instant, donc juste sur la partie 2033. On m'a posé la question de savoir s'il y avait du 2034, 2035 ou du jeu vidéo. Le matériau de base reste 2033. Sous ma validation, on va prendre des libertés. Le contenu va s'étoffer. On ne peut pas se permettre d'annoncer un prix fixe, même si il est privilégié dans un financement participatif. On peut pas se permettre d'annoncer un prix fixe parce que le résultat, le succès ou l'insuccès d'un projet conditionne derrière la pagination et son budget. Donc il y a plein de choses qui font dépendre de ça. Et pareil, les choix du nombre de scénarios, parce que ça bouffe du nombre de pages, ça implique la décision d'un devis aux imprimeurs, ça implique une répercussion derrière des coûts, des frais fixes, etc., etc. Là, ça va vraiment être notre univers, quoi. Donc on va mettre notre patte narrative, on va faire des choix aussi. Voilà, on peut pas tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde sera pas d'accord. Ouais, bien sûr. On va faire nos choix, quoi. Moi, je sais que voilà, le côté. Moi, les choses qui me plaisent beaucoup, il y a le côté un peu viscéral, quoi. Le côté Justine, elle nous a pondu des textes. Moi, au moment où on avait une discussion, on se disait justement qu'est-ce qui serait intéressant. Je dis, c'est d'exploiter les 5 sens. Et elle m'a fait 5 nouvelles sur les 5 sens. Parce que effectivement, dans le métro, quand on n'a plus de lumière, qu'est-ce qui se passe? On découvre ce que c'est que la vraie obscurité et on n'a plus que son odorat et son ouïe qui fonctionnent et à la limite le toucher, mais bon, on n'a pas très envie de toucher les murs. Enfin, c'est intéressant. C'est pas ce que tu disais à la piscine. Très bien. Et il faut des années d'entraînement avant d'arriver là. Je vous préviens tout de suite. Non, voilà. Moi, je suis vraiment content parce je pense qu'on va vraiment pouvoir se lâcher sur cet univers et faire des bons trucs, quoi. Ça, c'est sexy. C'est fifou. Est-ce que vous allez développer vos propres bestioles à part les araignées? L'araignée, alors, moi je réponds là-dessus, hein, je me permets, tu as le droit de parler. Et le fait est que, ouais, franchement les gars, en 2033, avec un univers nucléaire, avec des mutations et un jeu qui se passe principalement sous terre, si on parle pas d'araignées, on arrête le jeu tout de suite. En fait, c'est juste pas possible, en fait. Si on parle pas d'insectes, si on parle pas de rats, si on parle pas de... C'est juste pas possible, en fait. C'est des gros cafards. Voilà, c'est ça. Et on n'a aucun nom en tête, évidemment. Et donc, du coup, c'est juste pas possible de passer à côté de ça. Après, ouais, je me fais plaisir au niveau de l'araignée. Ouais. Et je te laisse finir la phrase, parce qu'elle est très dégueulasse, dit comme ça. Donc, non, mais le fait est que c'est pas un univers qui invente... énormément de créatures, elles sont toutes censées avoir une influence existante. Même dans le jeu vidéo, on croise des énormes clébards à l'extérieur, des meutes de chiens. Si des gens étaient dans les pays de l'Est, il y a des villes où ça pose des réels problèmes de c'est-à-dire que la police sont obligés de les abattre parce que les troupeaux, enfin les meutes de chiens sauvages peuvent s'attaquer à des personnes âgées, etc. J'avais lu un fait divers comme ça. Je crois que c'était en Roumanie où il y avait une qui avait été bectée dans la rue par des chiens, quoi. Donc, faut imaginer 20 ans plus tard des mutations et de la radioactivité. Et là, vous avez des clébards qui font la taille d'un poney. Effectivement, quand il y a un stalker qui sort d'une station de métro, c'est ouais. Le bestiaire étant très vague dans les livres 2033 et les jeux, comptez-vous rester dans cette ligne ou décrire et classer précisément les créatures quitte à perdre le côté inconnu? Alors, pour ma part, évidemment, il y a une discussion en interne à avoir pour se fixer, mais ce que je préférerais, c'est d'avoir 75% d'éléments concrets pour le MJ et 25% de terrain neutre, de terrain un peu bac à sable, pour qu'il en fasse ce qu'il veut. La cité, c'est aussi tous les PNJ, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on prend cet aspect-là, on n'est pas en train d'écrire un lieu, on a un lieu avec tous les gens qui vont avec. Dans le métro, il y aura les PJ, mais il y a aussi le métro lui-même et tous les habitants et tout ce microcosme qui continue à évoluer. Ça, je pense que c'est un aspect intéressant à exploiter. Ouais, de dire et parler de périodes, c'est-à-dire que le climat il change pas des masses parce qu'on parle d'hiver nucléaire, mais il y a des sortes de périodes où les éléments majeurs évoluent. Un truc tout bête, mais les créatures ne sont pas toutes des créatures sédentaires. Il y a des créatures nomades. Et moi, ce que j'aimerais implémenter dans Metro 2033, c'est selon à quel moment les joueurs
vivent leurs aventures, eh bien, on peut avoir des créatures qui se déplacent d'un endroit à l'autre. On parle souvent, par exemple, dans les romans, de vagues de rats, de créatures qu'on a rencontrées, et après, ils en parlent entre eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire qu'une créature a changé de lieu d'habitation, et que ce soit... En fait, on est chez elle, on n'est pas chez nous. Comment amener un peu plus de diversité dans les personnages de cet univers? Autrement dit, pas que des bonhommes et des nanas. Bah déjà, c'est très bête, mais déjà, Justine Gray, déjà, est une sensibilité qui est complémentaire à la mienne, à la nôtre, donc qui apporte là-dessus. Et alors, c'est ce qui est pas étonnant et en même temps cool, c'est que niveau violence, c'est moi je fais ma c'est pas la dernière, ouais. Voilà, c'est moi je fais mon oh c'est ça pique, il y a des nouvelles que j'ai lues, je fais oh là c'est violent, il a fallu de temps en temps même que dire écoute c'est peut-être un tout petit peu moins, donc là-dessus il y a pas de c'est un faux problème, c'est le jeu vidéo, je pense, c'est parce que c'est à travers le prisme du jeu vidéo où on a une majorité d'approche qui est masculine. Mais ça, c'est un problème de l'ère, de notre ère, en fait, de notre époque. C'est pas quelque chose, c'est pas un problème dans l'aspect jeu de rôle, parce que justement, là-dessus, il y a plus de place pour s'étaler. Là où le jeu vidéo, il est vraiment confiné dans un cadre qui est très restreint. Il est scripté, en fait. Il est scripté, et si les codeurs de jeux vidéo décident que le personnage principal est un homme ou une femme, le jeu, c'est terminé là-dessus. Le jeu de rôle, en fait, on fait ce qu'on veut. Les joueurs, ils pourront incarner une nana, un mec, y a pas de... C'est vraiment une question de sensibilité de table, donc c'est compliqué en tant qu'auteur ou éditeur de jeux de rôle de pousser ça, parce qu'en fait chaque table fait ce qu'elle veut. Alors que dans un jeu vidéo, malheureusement, on nous sort quelque chose clé en main. Comment est-ce que tu résumerais ton univers? Metro 2033, les résumés sont très simples, hein. Ils ont été faits de manière très juste sur l'Arcane Play, vous pouvez le trouver sur le net. C'est très simple, hein. C'est en plein hiver nucléaire, 40 000 personnes qui se cachent, qui se terrent dans le métro moscovite, et dans un environnement totalement hostile, avec l'homme qui devient un loup pour l'homme, et l'environnement lui-même qui a laissé se développer à cause de radiation ou autre, des mutations, totalement ennemies. Ou presque. Donc, il y a un élément qu'on va réfléchir à exploiter, mais quand on lit le roman et quand on discute surtout avec l'auteur, il prend souvent cette image de se dire qu'en fait les stations c'est comme des organes d'un corps et que les couloirs sont comme des veines et que l'être humain en fait est presque un parasite à l'intérieur et que le métro cherche presque à s'en débarrasser. J'aime bien cette image un petit peu du réseau sanguin, de tunnels et dans lequel il y a une forme de vie presque, parce qu'il y a plein d'événements inexpliqués, il y a des parasites, il y a des... Enfin, c'est une image qui me chauffe bien. Il faudra voir comment narrativement on peut l'exploiter, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Déjà là-dessus, hein, plein de pistes, déjà, donner une sorte de technicité à la possibilité d'interagir avec l'environnement et de lui donner une évolution qui est complètement indépendante aux actions des joueurs. Et ça passe par pas juste de la mécanique, mais le fait de le rationaliser. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple très simple, on a souvent l'image dans les jeux Medfan avec le groupe de joueurs qui arrive dans l'auberge et la scène qui est totalement figée, et au moment où il rentre, tu as la scène qui s'active avec l'aubergiste qui nettoie son verre, avec le gars mystérieux au fond qui regarde de manière malveillante, avec les danseuses qui dansent, de manière extrêmement archétypale. L'idée, c'est de dire dans un tel environnement, dans l'environnement qui est indépendant des joueurs, ce qui se déroulait avant et qu'ils arrivent au milieu d'une séquence. C'est-à-dire que il y a peut-être une bagarre dans l'auberge, et l'aubergiste est déjà en train de sermonner une serveuse ou autre, mais vraiment donner de la vie qui ne dépend pas de l'action des joueurs et quelque chose qui rend les joueurs plus petits. Et là, ça fait penser, je vois le parallèle avec le développement de Batman. Le personnage, on n'en a pas encore parlé, hein, mais il y a un parallèle où, dans Batman, le vrai héros de Batman, c'est Gotham City. Eh bien là, le parallèle, il est fait avec l'environnement, les créatures qui n'ont pas besoin des personnages, les stations qui vivent et qui évoluent. Donc, et les personnages, ils doivent surtout survivre en fait. Malgré le fait qu'il ne sera basé que sur Metro 2033, est-ce qu'il y aura de nouvelles factions? Qui là dans le chat. Ouais. Une pluie de gné-gné-gné. Il y a une pluie de gné-gné-gné. Ouais, c'est ça. C'est le moment. Bravo. Oh mais mec, mais non, mais mec, t'as fait ça quand? Mec, t'as fait ça quand? J'ai fait ça vite là. Mec, t'as fait ça quand?
Il est pour toi, celui-là. La question est la suivante. Est-ce qu'il y aura de nouvelles factions qu'on pourra rejoindre? Oui. Non, le métro, il est assez fixe. Mais il y aura des dans les sous-factions. factions principales, voilà, exactement. Il y a plein de stations qui se regroupent et qui sont pas détaillées dans les bouquins. Les stations principales, elles le sont parce que dans le centre-ville de Moscou, c'est déjà assez défini entre la ligne rouge, l'Arbat, etc. Mais il y a plein de places pour créer des petites stations-P, des petits regroupements de stations sur lesquels on va pouvoir effectivement mettre des mécaniques et pouvoir proposer voilà, pourquoi pas même faire jouer en termes de jeu des joueurs qui vont créer une alliance avec 2, 3, 4 stations pour créer effectivement une faction et commencer un peu à peser dans le game. Ouais, c'est ça, parce que du coup derrière, on parle pas de monnaie ou de développement économique, on parle de sortes de trésors de guerre, de ce qu'ils vont découvrir dans les métros, ce qu'ils vont pouvoir accumuler comme matos, et ils vont pas en faire profiter systématiquement leur faction. Ils vont former un groupe, une question d'unité, ouais. Et après l'idée c'est de savoir comment échanger ça. Donc il y a plusieurs jeux, plusieurs styles là-dessus. Il y a Cyberpunk 3 qui a proposé le Guiri, où on s'échangeait de la répute, avec une très grosse réputation permettait d'acquérir du matériel, et on se rendait service. Et là l'idée ce serait vraiment d'accumuler à la fois du matos, mais ça fait se développer des sous-factions quoi derrière. Alors, est-ce qu'il y aura une description des factions secondaires déjà présentes? Confédération, 1905, Trotskiste, Grand Vert et tout ça. Bah, il y aura un développement. Dans le bouquin de base, il y a une présentation succincte de toutes les factions principales et les factions secondaires, mais on a planifié la sortie d'un supplément qui s'appellera Station, sur lequel on va reprendre les factions principales et secondaires plus en détail. Ça n'a pas sa place dans le livre de base, et surtout dans lequel on proposera une mécanique de création de sa propre station et comment la faire vivre et la faire exister dans le métro. Avec voilà, est-ce que ça va être politique, militaire, quel type de ressources, etc., etc. Donc ça va être un supplément dédié à ça. En fait, et là c'est mon move à moi, c'est de proposer vraiment du concret pour jouer, et pas que ce soit juste un livre de référence, que ce soit une alternative aux deux, un juste milieu, c'est-à-dire que oui, on va pouvoir développer des choses, oui, on va pouvoir développer des éléments autour de ça, mais en plus de ça, derrière, ce qui va être intéressant, c'est d'apporter des éléments jouables, parce que c'est ça la finalité. C'est vraiment ça la finalité. Il faut que chaque information dans un jeu de rôle puisse permettre à quelqu'un d'imaginer déjà une aventure quasiment dessus. Donc ça fait partie des éléments très très importants, notamment quand on décrit les factions. Ça sert à rien de se contenter de donner des chiffres ou des informations que les gens vont retenir comme si c'était un bouquin d'histoire. Il faut aller, voilà, si on décrit une faction comme la ligne rouge, c'est plus intéressant de donner ses faiblesses, les points d'exploitation, les stations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Parce que ça permettra à des joueurs de trouver un point de friction sur lequel ils peuvent s'accrocher. Il y a des notions de guildes marchandes, etc., mais c'est des individus plus que des factions. Le métro est trop petit. Et il y a trop peu d'individus pour qu'il y ait 1 million de sous-factions. Donc, à partir du moment où déjà la ligne rouge, le 4e Reich, police, etc., ils regroupent déjà plus de 50% des individus, ça laisse vraiment peu de population à côté pour faire autre chose. Donc, voilà. Il y a des marchands itinérants qui passent de station en station, mais bon, survivront-ils assez longtemps? Est-ce que les 4 scénarios seront situés avant ou après la disparition des sombres? Vous n'avez pas encore entendu parler de... Pour le coup, l'idée des scénarios, ça serait de pas forcément les dater, les fixer dans une timeline, mais de proposer des options en marge si vous voulez les dater. Avec des options alternatives, par exemple, si vous arrivez sur tel lieu et que c'est après la disparition des sombres ou avant, comment modifier la séquence? Parce que il faut partir du principe que les scénarios sont des terrains de jeu dont vous devez disposer pour en faire ce que vous voulez. Donc ça sera... La proposition initiale du jeu, ça sera comme de se situer avant les événements du métro 2033, du roman Métro 2033, sans donner de spécificité. Toutes les difficultés narratives liées à un roman font que si jamais quelqu'un veut effectivement explorer VDNK, si le missile est déjà tombé, cette partie narrative elle est fixée par l'auteur. On va pas nous dans le jeu de rôle dire non mais en fait ils peuvent quand même aller au jardin botanique. Donc vaut mieux se situer avant et garder cette liberté. Moi c'est la frustration que j'avais eu avec L5R, quoi. J'ai les romans encore derrière du coup d'état Scorpion. Les romans étaient géniaux, mais quelle frustration quand on joue au jeu de rôle, quoi. Parce qu'en fait la narration est déjà faite, donc soit le MJ l'intégrait et en fait on est frustré parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main mise, soit on se passe bien avant et dans ce cas-là on est indépendant de ça, quoi. Contes et légendes validés, mais en quoi ça va consister au juste?
Je fais les résumés de ce qui a été discuté tout à l'heure, ou est-ce que... Fais ton boulot. Contes et légendes, en fait, ça permettrait... L'idée m'est venue, en fait, d'un bouquin que j'ai publié il y a longtemps qui s'appelait Immortel, qui reprend, en fait, l'histoire de Kochei, l'immortel, qui est une figure de du folklore russe, et l'autrice qui a écrit le roman le resitue, en fait, sous la Russie soviétique. Et donc, au lieu d'avoir des elfes qui s'occupent du royaume des morts, on se retrouve avec des elfes communistes en tenue, tu vois, genre kaki olive, et qui font administration soviétique des années 50, quoi. Et je me dis qu'après 20 ans dans le métro, tout ce qui va être folklore est réadapté. On dit plus aux petites filles, attention, si tu es pas sage dans ton sommeil, va y avoir le Baba Yaga qui va arriver. Tu vois, là d'un seul coup, c'est en fait non, le Baba Yaga il est dans le tunnel d'à côté en fait. Donc, je pense qu'il y a, voilà, là, l'idée vient de là. Ça serait de reproposer du folklore, sauf qu'après 20 ans et en ayant perdu l'espoir de sortir du tunnel, les gens le réadaptent inconsciemment. En fait, on dit plus dans les grandes forêts de la steppe russe. D'un seul coup, ça devient dans les tunnels obscurs voilà, ou dans la forêt de piliers de la station Arbatskaya, etc., etc. Et ça, je trouvais ça intéressant de pouvoir proposer cet outil narratif. Qui donne en fait une vraie vie à ce métro. C'est-à-dire que les gens ils savent qu'ils sortiront plus, c'est fini. Leur vie elle va se passer là. Donc tout se réadapte. Ouais. Ça va être juste du travail créatif et narratif. Donc là on va faire travailler Justine et on va faire travailler la partie créative. Il y aura pas de règles dedans, il n'y a pas de système qui est appliqué à ça. C'est vraiment juste de l'inspiration générale pour permettre de donner plus de densité à cet univers qui devient un monde à part entière. Ouais, c'est pas une étape avant de regagner la surface. C'est un genre de lore un peu transverse où justement... Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Parce qu'on n'aura pas forcément l'occasion de développer cette partie-là, et puis elle est assez peu abordée, hein, de toute façon, dans l'univers. Ça reste assez égocentré autour des problématiques des personnages, même si le personnage principal reste l'environnement, ça reste quand même les problématiques de personnages, et à côté de ça, on entend assez peu de ce qui se passe en dehors, ou de ce qui se murmure, ce qui se raconte de génération en génération. C'est ça. Ça aurait pas eu de sens dans le livre de base, parce que ça aurait été de la perte de place de dire bon, on va vous raconter telle histoire ou tel conte. Par contre, ça a la sens dans un vrai stretch goal en disant on va vous faire un petit livret à côté, et on va reprendre des histoires pour vous montrer ce que serait une société qui d'un seul coup réadapte son milieu de vie à des tunnels et des stations fixes. On peut plus parler par exemple de lever de soleil, on pourra pas parler de princesses qui se changent en cygne au lever ou au coucher du soleil, ça n'a plus de sens dans tu parles de moi, dans là, un monde ça qui n'a plus de soleil. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de pros dans le domaine, du coup pas avec nous, dont le sensei à gauche de... Ça c'est fait. Ça, c'est parfait. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de pros dans le domaine, dont le sensei à gauche de l'écran, mais j'ai découvert Arcane Asylum avec Metro. Ah, si je pouvais pas l'avoir découvert. Si jamais on veut travailler avec vous pour faire chauffer sa plume, comment on procède? De manière générale. Parce que des projets de rêve comme Metro, oh waouh! Comment ça se passe? Alors, au niveau du recrutement de l'écriture, effectivement, ça se fait beaucoup en accointance parce que on reste des petites structures, donc on n'a pas des capacités comme les grandes maisons d'édition de faire des appels à texte, etc. Comme souvent les projets sont développés en amont, il y a beaucoup de choses qui se font en tractation anticipée, voilà, la mécanique, voir avec toi pour la partie narrative. Voilà, pour ceux qui en ont plus mais qui veulent s'essayer au jeu de rôle, le plus simple effectivement, c'est soit d'envoyer des textes inspirés d'univers. Type voilà, moi j'aime Metro, voilà, j'ai quelques idées, voilà ce que je peux proposer, et sinon c'est venir voilà directement nous voir sur les salons pour en discuter parce que c'est ce qu'il y a de plus concret. Ouais, moi ce que j'invite à faire, hein, c'est j'ai occupé plusieurs postes, plusieurs rôles hein, dans mon parcours. Et je suis passé par l'auto-formation, donc l'auto-publication, donc faire sa propre crédibilité, puis après rencontrer les auteurs en festival. Il faut savoir que les auteurs seront probablement plus accessibles en festival que les éditeurs. Les éditeurs, quand ils vont en festival, c'est, à part pour dire du mal des autres éditeurs, c'est aussi pour se rencontrer entre eux et pour essayer soit de dealer des trucs, soit de se voir en vrai, parce que en général, tout au long de l'année, on se croise assez peu en festival.
Et l'objectif, c'est de profiter du festival pour nouer plus de contacts ou pour concrétiser des choses qui ont été discutées en amont. Un éditeur sera assez peu accessible quand même, mais assez peu accessible en festival. Donc il faut avoir entre guillemets préparé le terrain en amont, quoi. Et venir direct, à moins que vous soyez un illustrateur, qui est plus visuel, plus direct, ne vous attendez pas en tant qu'auteur à venir avec un texte et dire ouais, est-ce qu'on peut discuter pour concrétiser un truc là en festival. C'est un peu chaud. Par contre, préparer le terrain en amont avec soit des publications dans des magazines, soit des publications, des autopublications ou autres, ça permet de construire sa propre crédibilité, quoi. Et ça, c'est important. Voilà. Il y a des collaborations aussi à travers des organes de presse, publier des scénarios, même sur des plateformes comme les plateformes DriveThruRPG qui permettent de travailler sur les univers du monde des ténèbres et d'aller publier ses propres scénarios, Storyteller Vault par exemple. Ce sont des bonnes plateformes déjà. Voilà, l'auto-édition par DriveThruRPG, on peut faire son propre supplément, trouver des logiciels assez simples de mise en page et les mettre en ligne. Voilà, on peut créer du buzz après sur une communauté et ça peut attirer l'attention d'un éditeur qui va dire mais ce supplément il a l'air pas mal. Puis il y a ce qu'on appelle l'OGL, c'est-à-dire des licences libres. Ouais, c'est ça, exactement. Exploiter. Qu'il existe des manières plus efficaces de s'auto-publier. Il y a beaucoup de... Réponds. Alors, je pense que à l'heure actuelle, la meilleure solution, c'est soit un projet en financement participatif, parce que ça permet au projet d'exister, ça permet au projet d'avoir une belle visibilité. La difficulté, c'est quand on n'est pas connu, c'est compliqué d'agréger une communauté autour. Moi, je pense que la meilleure solution, ça reste aussi DriveThruRPG, qui permet de mettre des PDF en ligne, en vente, et de générer quand même un petit peu de revenus, qui permet, pourquoi pas, de le remettre à jour, de rajouter des illustrations derrière, et de pouvoir petit à petit en faire un bon supplément. Donc, il y a des mecs qui s'en sortent très bien. Des indés, ouais. Ouais, il y a des indés. Moi, là, on a récemment signé un petit supplément justement dans l'indépendant. Le mec, il est graphiste de profession, c'est un fan de Donjons et Dragons. Il a lancé toute une gamme de petits produits qui étaient indés. Comme il est graphiste de formation, il a fait une belle maquette. Il a trouvé 2-3 potes pour faire des beaux dessins. Le produit était de qualité. Et en fait, il a fini dans les best-sellers de DriveThru. Donc, ça l'a permis de monter dans les rankings, de se faire plus voir et de commencer à générer de l'argent. Et à l'heure actuelle, je dis pas que le mec il a envie, mais il a des compléments qui sont pas anodins. Et la preuve, c'est que ouais, c'est compliqué. Mais la preuve, c'est que nous, on lui a acheté les droits pour la France. Range ta chambre, Mathieu. Mathieu, arrête. Caresser le poids. Parfait. Restons là-dessus. Alors évidemment, ne faites pas ça chez vous, hein. C'est fait par des professionnels, hein. C'est fait par des professionnels, hein.